Marc Bornec. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, Europe Écologie Les Verts défend depuis bien longtemps la nécessité d'une réforme territoriale ambitieuse. Chaque époque devant réajuster ses institutions au regard du contexte, et le XXIe siècle entamé nous commande de faire face aux enjeux majeurs que sont le changement climatique, la transition énergétique, la réduction des inégalités avec la mise en mouvement de la société grâce à ses institutions. Des régions fortes avec des compétences de développement, des ressources propres. Voilà ce que toutes les régions ont besoin, mais plus particulièrement de compétences différentes et pas au même moment, pas forcément dans la même loi. C'est ce que nous appelons chez Europe Écologie Les Verts le fédéralisme différencié. C'est ce qui nous est cher et qui voilà une porte entrouverte dans ce projet de réforme. Dans ce projet de loi, c'est sur les compétences que nous avons le plus d'adhésion. La loi va dans le bon sens, notamment sur les schémas régionaux prescriptifs, vous l'avez dit Madame la Présidente, et ceci pour appuyer leur montée en puissance. Reste que le calendrier n'est pas raisonnable. Il faudra probablement reporter les élections à mars 2016 et non 2015 à la Noël pour finaliser ce travail. Concernant les modalités, c'est vrai que le fait que l'on définisse d'abord le territoire et qu'ensuite on voit comment on s'organise dedans n'est pas forcément la meilleure façon de procéder. On pose un peu le problème à l'envers. Les objectifs de la réforme territoriale doivent donner clarté, cohérence et efficacité de l'action publique grâce à une démocratie renouvelée, alliant démocratie représentative et démocratie participative. Car pour les écologistes, le changement se fait en direction de nos concitoyens, avec eux et non contre eux. Pour cela, pour que chacun se sente représenté, il faut le mode de scrutin direct à la proportionnelle avec une prime majoritaire de 25% pour l'ensemble des scrutins territoriaux. À l'instar du niveau national, il faut une séparation nette des pouvoirs entre l'Assemblée délibérative et l'exécutif pour les collectivités territoriales. Enfin, il faut développer les outils de participation tels que les conseils de développement, les budgets participatifs, les référendums locaux, afin que les élus puissent s'appuyer sur les compétences et les dynamismes du territoire. Au-delà de la fusion des régions, notamment celle de la Bourgogne et de la Franche-Comté, il faut renforcer les régions en leur donnant des pouvoirs prescriptifs, en faire des chefs de file sur des compétences clairement énoncées, développement économique, énergie, climat, mobilité, qualité de l'air, aménagement et développement durable du territoire. Ces nouvelles régions apparaîtront d'autant plus pertinentes que l'égalité des territoires, dans une logique de complémentarité et non de compétition, sera un des fers de lance de la réforme. La loi devra préciser la péréquation interrégionale et accroître la maîtrise des recettes fiscales par les régions. Conséquemment, la loi définira les grands principes de l'égalité territoriale à l'échelle infrarégionale. C'est pour cela que nous sommes favorables à la disparition des départements au profit des régions et de l'intercommunalité. Notre architecture idéale, c'est bien sûr le couple région-département et le couple commune-intercommunalité. Avec la crise, nous constatons le rôle amortisseur des collectivités locales. Ainsi, la commune reste l'échelon du quotidien qui peut favoriser l'implication citoyenne des habitants. Adaptées au bassin de vie d'aujourd'hui, les intercommunalités, telles que pays ou agglomérations, constituent des échelles pertinentes pour des actions publiques cohérentes. À tous les niveaux, les écologistes travailleront à une élaboration démocratique de cette indispensable réforme. Nous exigerons que chaque territoire, rural ou urbain, soit vraiment consulté et écouté. De la qualité du débat et du résultat dépendra la possibilité de mettre ou non la société en mouvement pour la transition écologique. Concernant l'autre dossier important de cette assemblée plénière, le plan lycée que nous aborderons dans quelques minutes. Avant tout propos, remettons-le dans son contexte. Un parc des lycées professionnels dense, mais fragilisé par des décisions prises antérieurement par l'État,
D'une part, une réforme structurelle, la réforme des BEP remplacée par les bacs pro, dont on sait à quel point ils sont peu adaptés aux réalités des jeunes accueillis dans les lycées professionnels. D'autre part, les suppressions successives de formations pourtant attractives, dont l'impact sur la baisse des effectifs est avéré. Malgré les efforts de notre collectivité, qui a réouvert des CFA publics et a fait le choix d'installer dans les lycées professionnels exclusivement des plateformes Praxibat, l'avenir de ces établissements est, on le sait, menacé. Dans ce contexte, la position prise par l'exécutif régional à travers le plan lycée est une position courageuse puisque dynamique et visant à éviter une lente dégradation de la situation. Ce plan lycée fait un état des lieux, il constitue un levier pour les investissements futurs, aide à les placer aux bons endroits en intégrant des préoccupations de rénovation thermique qui permettront d'assurer l'avenir. Au-delà de l'aspect bâtimentaire, l'entrée se fait également par une carte des formations qui donne une visibilité à long terme du paysage éducatif en Franche-Comté. La région, à travers ce plan lycée, reprend la main sur l'analyse des besoins de formation à moyen et long terme, dans l'élaboration du prochain schéma des formations. Si ce plan lycée est donc globalement à saluer dans ses objectifs, cela n'empêche pas que des questionnements et des inquiétudes demeurent, qui ne peuvent que trouver écho auprès d'élus responsables. Un certain nombre de ces questions restent en suspens et ma collègue Brigitte Monet les abordera ultérieurement. Au cours de cette assemblée plénière, nous aurons aussi un débat sur deux sujets où nous, écologistes, avons depuis longtemps une réflexion poussée et de plus en plus suivie par nos concitoyens. Le financement de l'aéroport de Tavaux et la construction du Center Park au-dessus de Poligny. Sans entrer dans le détail à cette heure, nous le ferons lors de l'examen des rapports, j'attire quand même votre attention sur le fait que cet aéroport est toujours dans le cadre d'un déficit structurel, malgré l'augmentation grandissante du nombre de passagers. Vous pouvez le constater à la lecture du compte de résultats de 2012, le seul disponible pour l'instant, sur un produit d'exploitation de 2 967 867 €, 2 217 282 € proviennent de subventions publiques. N'importe quel entrepreneur crierait au scandale, mais la société d'exploitation qui y trouve là une mine, même si aujourd'hui aucun dividende n'est distribué, s'en trouve confortée. Madame la Présidente, lors d'une des dernières AP, vous aviez conditionné une aide financière à cet aéroport à un résultat en termes d'arrivée de touristes sur notre territoire et notamment de touristes britanniques. Or, à la lecture du document, la desserte de Londres en 2012 a généré seulement 230 passagers et la ligne a même été fermée en 2013 car non rentable. Pour un investissement total de notre part sur cette structure de 1 719 000 € depuis 2004, nous sommes en droit de nous poser la question, tout ça pour ça? Enfin, permettez-moi de tordre le cou une bonne fois pour toutes sur le nombre de passagers annoncés dans ce rapport, comme dans de nombreuses communications du Conseil général du Jura. Premièrement, et selon la seule source fiable, à savoir la Direction générale de l'aviation civile, le nombre de passagers qui partent de Dole et qui reviennent, dans un sens ou dans l'autre, est de 39 820 passagers et non 80 435. Et ce n'est pas la fermeture de l'aéroport de Dijon, mon cher Michel, qui amènera un surplus de clients, puisque le rapport nous dit déjà que plus d'un tiers de ces clients sont bourguignons. Mais nous y reviendrons dans la journée. À propos d'une hypothétique installation d'un Center Park dans la forêt de Poligny, dont nous engagerons dans notre décision modificative de ce jour une autorisation d'engagement de 50 000 € et 25 000 € de crédit de paiement pour financer un accompagnement juridique et financier. Nous tenons d'ores et déjà à vous donner une vision plus réaliste que vous ne pouvez avoir à travers différentes communications.
Un tel projet correspond à une ville de 2000 habitants, 600 mètres cubes d'eau par jour, un réseau complet d'arrivée d'eau potable, d'eau incendie, d'électricité, de fibre optique, de chauffage en réseau, etc. 11 km de conduit d'évacuation des eaux usées vers la station la plus proche ou la création d'une nouvelle steppe, une nouvelle route entre Poligny et Le Fier, sachant que pour la quasi-totalité de ce que j'évoque ici, cela devra être à la charge des collectivités. Je vous laisse imaginer les besoins des uns et des autres en matière de financement. Ce projet nous est annoncé aux alentours de 175 millions d'euros, mais nous savons tous ici ce qu'il advient de ce type d'annonce. Si cela correspondait à un investissement privé, soit. Or, l'exploitant annonce qu'il n'est en mesure de participer qu'à hauteur de 30% du business plan et que sur la partie investissement immobilier. Les raccordements que j'ai cités plus haut sont bien entendu à la seule charge des collectivités. Dans ces conditions, devons-nous nous engager dans une telle souricière, sachant qu'une intervention de notre part viendrait à grever de façon conséquente et durable les programmes que nous avons mis en place en matière de développement touristique avec le succès que l'on connaît. Enfin, je ne peux pas terminer cette intervention sans évoquer ce qui s'est passé mardi dernier à la Dréal de Franche-Comté, et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il est absolument scandaleux que des agriculteurs parmi les plus réactionnaires se soient pris aux agents de ce service déconcentré de l'État, les injuriant, les molestant et mettant même le feu à une benne à ordures, obligeant ainsi le personnel à quitter les lieux, ceci sans que les forces de l'ordre présentes sur place, en charge de la protection des biens des personnes, ne lèvent le petit doigt. Y aurait-il dans ce pays un poids, deux mesures? Bien entendu, nous tenons à apporter tout notre soutien solidaire au personnel de la Dréal. La réglementation actuelle en matière de pesticides et de protection environnementale doit être appliquée, et ceci pour le bénéfice de tous au niveau de la santé publique. Je vous remercie.